les besoins fondamentaux de l'enfant et de l'enfant en double vulnérabilité. Cette situation de double vulnérabilité dans laquelle se trouvent celles et ceux que nous évoquons depuis ce matin, cette situation pose forcément, avec une acuité particulière, la question des besoins auxquels sont censés répondre les services et les professionnels. Besoins de l'enfant, besoins fondamentaux de l'enfant. De quoi parle-t-on lorsque l'on utilise cette notion? Et on a vu combien la question méritait d'être posée. La notion de besoins fondamentaux de l'enfant renvoie à la question essentielle de la détermination de ce qui est nécessaire pour lui, besoins vitaux, besoins primordiaux, besoin d'être pris en considération comme sujet de droit et non comme simple objet de l'intervention. Comment identifier les besoins spécifiques des enfants qui vivent des situations de handicap? Merci à Madame Marie-Paule Martin-Blachet, médecin, ancienne directrice générale du JIPED, rapporteure de la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant en 2017, directrice scientifique de l'EPE Paris, présidente de l'ADSEA de l'Eure-et-Loire. Merci de nous rejoindre et de nous permettre, avec l'expérience que vous en avez, d'avancer sur cette question. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci évidemment, bien sûr, au CNAIMO de m'avoir sollicité à venir partager avec vous ce premier jour d'ouverture de vos assises du CNAIMO à Metz. Je suis malheureusement pas en mesure de pouvoir rester tout au long de vos assises et évidemment, je vous souhaite à tous et à toutes de très bons travaux. Et donc, effectivement, vous m'avez demandé de bien vouloir aborder avec vous la question des besoins fondamentaux de l'enfant en double vulnérabilité, c'est-à-dire à la fois accueilli en protection de l'enfance et à la fois porteur de handicap. Alors, avant de pouvoir aborder ce focus particulier sur les enfants en protection de l'enfance avec handicap, je vais vous proposer de faire quand même un petit détour, et je m'en excuse auprès de ceux qui, évidemment, bien sûr, connaissent le rapport de la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux, rappeler ce que nous avons, dans le cadre de cette démarche de consensus sur les besoins fondamentaux, identifié comme étant les 7 besoins fondamentaux universels de l'enfant, c'est-à-dire les besoins fondamentaux auxquels tout enfant doit pouvoir prétendre à avoir satisfaction pour qu'il puisse se construire en tant que sujet singulier et se construire effectivement pour un devenir de citoyen intégré dans la société des hommes et des femmes, bien sûr, et effectivement devenir tout à fait en capacité d'une citoyenne active au sein de cette société des hommes et des femmes. Alors, peut-être dire un petit mot de la commande qui nous avait été faite en 2016 par Laurence Rossignol. C'est une commande, en fait, sur la question du souhait de voir définis les besoins fondamentaux de l'enfant, parce que dans notre droit interne, un certain nombre de modifications législatives ont intégré ce concept. Et j'en veux pour preuve, je vous le rappelle, le 2e article qui avait été retenu dans le cadre de la loi 2007, bien que parfois cette loi ait été considérée comme une loi à caractère familialiste, eh bien, je vous rappelle que le 2e article de cette loi du 5 mars 2007, concernant la réforme de la protection de l'enfance, introduisait dans notre Code de l'action sociale et des familles un article L112-4 que je vous lis. L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits, doivent guider toute décision qui le concerne. Alors, qu'est-ce que c'est que cet article L112-4 ? Eh bien, c'est pour la première fois l'introduction dans notre droit interne des principes de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont on vous a déjà beaucoup parlé ce matin. Mais il a fallu la loi du 5 mars 2007 pour que les principes de cette convention figurent dans notre droit interne. Ce qu'on peut dire, c'est que la loi du 14 mars 2016 a opéré
une consolidation d'une certaine façon de ces principes dans notre droit interne, mais en même temps une modification. Une consolidation parce que, effectivement, ces principes de la Convention internationale vont être réaffirmés. Mais une modification puisque la loi du 14 mars 2016, ce n'est plus la loi réformant la protection de l'enfance, mais c'est la loi relative à la protection de l'enfant. Et tout est dit dans le titre de cette loi, c'est-à-dire que finalement, il ne s'agit pas simplement d'une politique publique, mais il s'agit d'une politique publique qui est centrée sur l'enfant et qui, cette fois-ci, dans le premier article de cette loi du 14 mars 2016, introduit une modification de l'article L112.3 du Code de l'action sociale et des familles en nous disant la protection de l'enfant vise à garantir la prise en compte. Donc là, il s'agit de la finalité de cette politique publique. Et on nous dit la finalité de cette politique publique, c'est garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect de ses droits. Donc vous voyez que nous avons maintenant un corpus législatif et réglementaire qui fonde cette politique publique sur les principes de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et je rappellerai également en introduction, je reprendrai à mon compte en particulier l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui, pour tous les États membres signataires de la Convention, donc ça vous a été rappelé, la Convention date de 1989, elle a été signée par la France en 1990 et à partir du moment où elle est signée par un État partie, cet État partie se trouve donc engagé et tenu à l'exercice de l'application de ces droits, eh bien, effectivement, c'est l'article 3 qui fonde l'intérêt supérieur de l'enfant comme étant un principe de droit primordial sur tous les autres, ce qui veut dire qu'en quelque sorte, cet article 3 sur le fait que toute décision administrative, législative, judiciaire ou privée ou institutionnelle concernant un mineur doit se faire au nom de son intérêt supérieur, eh bien, effectivement, cet article 3 de la Convention internationale, aujourd'hui, est intégré dans notre droit interne. Alors, effectivement, cette loi de 2007, cette loi de 2016, qui parle des besoins fondamentaux de l'enfant, eh bien, effectivement, en 2016, Laurence Rossignol, alors ministre de l'Enfance et de la Famille, nous a demandé de bien vouloir aller regarder ce que c'était que ces besoins fondamentaux. Et donc, nous a confié cette mission de démarche de consensus. Démarche de consensus, une démarche de consensus, c'est une démarche très scientifique qui nous oblige à mettre en place un comité scientifique avec des experts, qui nous oblige à faire l'état des lieux des connaissances sur le sujet. Et donc, à cet effet, nous avons commandité à l'ONPE une revue de littérature internationale pour voir si déjà une définition des besoins fondamentaux de l'enfant à caractère universel existait. Et puis nous avons beaucoup auditionné. Et je pense que dans cette démarche d'audition que nous avons faite, nous avons une démarche extrêmement ouverte, non sectaire. Nous avons non seulement essayé de couvrir l'ensemble des disciplines, mais y compris à l'intérieur des disciplines, nous avons souhaité entendre les différents courants de pensée. Et sur la question, par exemple, de l'approche du développement psychique de l'enfant, nous avons aussi bien entendu des psychanalystes que des neurosciences, des neurocognitivistes. Et nous avons, lorsqu'il y a une démarche de consensus, c'est qu'a priori, il y a du dissensus. Et nous avons été extrêmement surpris de voir que finalement, aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a une extrême convergence des points de vue entre les disciplines et entre les écoles de pensée. Et nous avons été surpris d'entendre, par exemple, Bernard Gols, psychanalyste, nous parler des neurocognitivistes et les neurocognitivistes nous parler des psychanalystes. Donc, effectivement, encore une fois, nous avons également, bien entendu les comportementalistes, les attachmentistes, les systémiciens. Bref, vous connaissez toutes ces écoles de pensée qui aujourd'hui traversent autour de la compréhension du psychique et du développement de l'intelligence humaine. Alors, à quoi avons-nous abouti ? Nous avons abouti effectivement à cette cartographie des besoins qu'on vous présente là. C'est une cartographie des besoins où nous sommes finalement arrêtés sur un consensus autour de 7 besoins fondamentaux auxquels il convient de répondre pour permettre à l'enfant de se construire. Ces 7 besoins fondamentaux,
vous les avez, je crois, évoqués, mais nous allons les regarder, si vous voulez bien, un petit peu ensemble pour en comprendre la teneur. Ils ne sont pas d'égale importance. Sur ces 7 besoins fondamentaux, nous avons 3 besoins que nous avons considérés comme des besoins majeurs et comme des besoins constituant, en quelque sorte, ce que nous avons appelé le méta-besoin de sécurité. Ce terme de méta-besoin, nous l'avons emprunté à un chercheur, sociologue québécois qui s'appelle Karl Lacharité. Et la particularité, effectivement, de ce besoin, c'est que ce méta-besoin de sécurité est un besoin qui prime sur tous les autres besoins. C'est un besoin dont la satisfaction conditionne la satisfaction des autres besoins. C'est un besoin dont la satisfaction va soutenir la construction du sujet et son individuation. Et c'est un besoin dont la satisfaction va favoriser le développement des compétences psychosociales de l'enfant, ses capacités cognitives et ses capacités d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que c'est que ce méta-besoin de sécurité? C'est un méta-besoin que nous avons constitué, encore une fois, à partir de 3 besoins qui, comme vous pouvez le voir, sont configurés comme 3 niveaux, 3 étages. Le premier étage, évidemment, c'est la question de la satisfaction des besoins physiologiques et de santé. C'est ce qui permet, bien évidemment, des conditions de survie de l'enfant dans des conditions qui soient favorables à ses besoins. Et nous savons, depuis les années 1950, par les travaux de René Spitz, que seule la satisfaction des besoins physiologiques et de santé ne suffisent pas à permettre la survie des enfants, puisque dans les travaux qu'il avait faits sur les pouponnières sanitaires en particulier, et les pouponnières à caractère social, on avait pu constater que pourtant ces enfants étaient dans des environnements extrêmement hygiénistes, où on apportait aux enfants, bien entendu, la nourriture appropriée, ils étaient vêtus, ils étaient entretenus, entre guillemets, bref, ils avaient à la fois le gîte et le couvert, en quelque sorte, et pour autant, dans ces pouponnières, on avait des taux de décès d'enfants qui avoisinaient les 80%. Donc, on peut considérer qu'effectivement, les besoins physiologiques et de santé qui permettent la survie sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants. Le deuxième niveau de besoin que nous avons retenu, c'est ce que nous avons appelé le besoin de protection. Besoin de protection contre toute forme de violence. Et c'est un article 19, je ne le reprends pas, de la Convention internationale des droits de l'enfant. Tout enfant a droit à être protégé contre toute forme de violence, quel que soit son auteur, que ce soit un auteur individuel, que ce soit en intrafamilial, que ce soit en extrafamilial, que ce soit des violences collectives, que ce soit éventuellement des violences étatiques, et on le sait dans certains pays où effectivement il y a des conflits importants. Bref, toute forme de violence, toute forme de maltraitance et tout danger interne et externe, domestique ou environnemental, doit permettre à l'enfant d'en être préservé. Et puis le troisième étage, évidemment c'est celui qui nous intéresse particulièrement, c'est ce qui nous a permis en quelque sorte de pouvoir définir ce méta-besoin de sécurité, c'est la question du besoin affectif et relationnel. Le besoin affectif et relationnel, c'est pouvoir disposer d'un adulte qui vous permet de grandir, et cet adulte qui vous permet de grandir, eh bien cet adulte, il est tenu d'une certaine façon à devoir répondre à un certain nombre de conditions. On va passer peut-être la diapo d'après. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend de l'adulte, ce que les anglo-saxons appellent le caregiver, le donneur de soins, mais qui n'est pas la notion de donneur de soins comme ici chez nous, c'est-à-dire ce n'est pas simplement le donneur de soins dans le cadre du registre de la santé, mais c'est le soin, c'est le bien-être en fait. Quelles sont les exigences qui sont attendues de celui qui accompagne, le référent qui accompagne l'enfant, qui peut être bien évidemment son parent biologique, mais qui peut être un tiers, dès lors que, par exemple, cet enfant se trouve en situation d'accueil en milieu institutionnel ou d'accueil en milieu familial. Eh bien, effectivement, cette sécurité affective et relationnelle des conditions d'exercice du caregiver sont au nombre de 5. Ces conditions, c'est être un adulte accessible. C'est être un adulte disponible. C'est être un adulte qui garantit une certaine stabilité et une certaine continuité dans l'environnement de l'enfant. Et c'est un adulte qui a une sensibilité, une capacité d'empathie, c'est-à-dire une capacité à pouvoir s'identifier à l'enfant, à décoder ses besoins et à y répondre de façon appropriée.
Et enfin, c'est un adulte qui répond à une caractéristique de fiabilité. La fiabilité, ça veut dire effectivement la possibilité pour l'enfant, au travers de ses expériences de transactions relationnelles avec cet adulte, c'est pouvoir acquérir ce qu'on appelle l'anticipation prédictive, c'est-à-dire cet enfant qui grandit, qui va se construire. On va le voir, il va se construire beaucoup dans l'expérience essai-erreur, et donc il a besoin, à chaque expérimentation, de pouvoir acquérir une certaine connaissance du contexte de l'environnement et de l'action conduite pour pouvoir ensuite être dans une possibilité d'anticiper sa reproduction lors d'une expérience nouvelle. Et la fiabilité, c'est pouvoir donner à l'enfant un cadre qui lui permette de garantir cette capacité à pouvoir anticiper et donc à pouvoir prévenir l'expérience à laquelle il va être confronté. Et nous allons voir que cette question du méta-besoin de sécurité et plus particulièrement des conditions d'exercice du caregiver vont nous intéresser plus particulièrement pour les enfants qui sont pris en charge en protection de l'enfance, car souvent, ce sont justement ces conditions d'exercice qui ont fait défaut à l'environnement qui prend en charge cet enfant. Les autres besoins, au-delà de ce besoin, méta-besoin de sécurité, si vous voulez bien, on va les regarder ensemble en les déployant au fur et à mesure. Alors ces besoins, ces 4 autres besoins dont nous allons parler, ce sont des besoins qui n'ont pas d'ordre hiérarchique ni chronologique. Nous savons aujourd'hui, avec toutes les connaissances que nous avons sur le développement de l'enfant, nous savons qu'aujourd'hui, même si à certaines étapes de son développement, certains champs seront en première ligne, comme la sensorialité lorsqu'il est tout petit, lorsqu'il naît, puis la motricité, et puis finalement la capacité à pouvoir ensuite acquérir le stade de l'abstraction qui va ouvrir à la question du langage. Donc effectivement, il y a des moments dans le développement de l'enfant, et on peut le retrouver dans les étapes de Piaget, il y a des moments où pour une lecture compréhensive du développement de l'enfant, on les présente comme si les étapes étaient successives, mais elles ne sont pas successives. Simplement, il y a des moments où elles sont plus en première ligne que d'autres. Tout cela est extrêmement perméable et se nourrit l'un l'autre. Alors les 4 autres besoins que nous avons identifiés pour permettre le développement d'un enfant dans des conditions qui lui soient favorables, le besoin d'expérience et d'exploration du monde, dont j'ai entendu dans l'intervention précédente de mon collègue, vous allez voir des termes que vous allez retrouver, mais que nous n'avons peut-être pas tout à fait exactement mis à la même place et à laquelle nous n'allons pas tout à fait peut-être donner le même sens ou la même signification, mais in fine, je pense que quand même nous devrions nous retrouver. Le besoin d'exploration et du monde, d'expérience et d'exploration du monde, parce que le besoin d'expérience et d'exploration du monde, c'est ce qui va permettre à l'enfant, petit à petit, de se départir de la relation de proximité qu'il a avec son adulte de référence, avec son caregiver, et qui va lui permettre petit à petit de découvrir le monde et de découvrir finalement soi et le monde, c'est-à-dire de découvrir individué par rapport au monde, de découvrir le monde comme une altérité. Il va pouvoir développer ses compétences motrices, réflexives, expressives, ludiques. Il va pouvoir ouvrir ses compétences aux apprentissages. Il va pouvoir accéder à la symbolisation, à la mentalisation et donc ainsi accéder au langage. Il va pouvoir accéder enfin par l'expérience à l'individuation et à la différenciation et ainsi constituer par exemple son schéma corporel. Nous savons bien comment ces besoins d'expérience et d'exploration du monde, si elles sont entravées, peuvent effectivement amener le sujet à ne pas pouvoir accéder à ces questions d'individuation et de différenciation du monde et entraver non seulement tous ces développements et ces compétences, mais éventuellement entraver la possibilité de la symbolisation et de l'accès au langage. À 3 heures, nous avons le besoin d'un cadre de règles et de limites. Un cadre à la fois nécessaire dans la toute petite enfance, ne serait-ce que pour le protéger du point de vue de son schéma corporel, du point de vue de sa protection physique, mais pas seulement. L'intégration de cadres de lois et de codes sociaux, c'est aussi la capacité à pouvoir intérioriser, c'est-à-dire à pouvoir réguler ses émotions et à pouvoir passer par le langage pour exprimer ses modes émotionnels.
Et nous connaissons tous, bien sûr, ces adolescents qui parfois ont fait des parcours très chaotiques dans le champ de la protection de l'enfance, qui souvent ont usé beaucoup d'institutions et pour lesquels, effectivement, ces enfants parfois sont en très grande difficulté dans les collectifs d'enfants, sont en très grande difficulté dans leurs relations avec leurs pères, qui sont des enfants qui souvent s'expriment par le passage à l'acte, parce que ce sont des enfants, effectivement, qui ont leur émotion à fleur de peau, qui n'ont pas ce que Didier Anzieux appelle le moi peau, et qui sont effectivement des enfants qui perçoivent l'environnement, que ce soit les pères ou que ce soit les adultes, qui perçoivent l'environnement de façon très persécutive et qui, effectivement, ont l'impression que cet environnement est très attentatoire à leur intégrité physique et psychique et qui vont s'exprimer par le passage à l'acte. À 6 heures, nous avons le besoin d'identité. Et là, je me retrouve un peu avec ce qui a été dit tout à l'heure. Le besoin d'identité, c'est pouvoir être un sujet individué, avoir une possibilité à accéder à une conscience de soi-même en tant que personne, avec effectivement aussi sa capacité de s'inscrire, et je rejoins sur la question de la narrativité du sujet, telle que l'a défini Bernard Goll, c'est-à-dire que on a besoin de pouvoir s'inscrire dans un passé pour pouvoir vivre le présent et se projeter dans l'avenir. Ce qui veut dire qu'on a besoin de pouvoir avoir une affiliation généalogique, familiale, qui permet de pouvoir s'inscrire dans une culture d'appartenance et effectivement de pouvoir construire des valeurs et des convictions. Ça, c'est important parce que, là aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est ce qui peut permettre la question de l'affiliation. L'affiliation à des groupes de pensée, à des groupes d'action. Ça peut être participer à des activités évidemment scolaires, sportives, culturelles, ludiques, à des engagements personnels. Mais c'est ce qui fait que parce qu'on est un sujet individué, parce qu'on a une conscience de soi-même, on est en capacité, en fait, lorsqu'on est dans des affiliations de groupes, on est en capacité d'avoir, je dirais, un peu trivialement, d'avoir un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire qu'on est capable d'être à la fois soi, sujet, et en même temps, on peut être membre d'eux. Et le fait d'être membre d'eux ne fait pas disparaître votre qualité de sujet. Et on connaît effectivement des groupes d'appartenance qui, au contraire, sont des groupes d'appartenance qui vont exiger de celui qui va s'y affilier eh bien, de s'y perdre soi-même et de se perdre dans un magma indifférencié, ce qui évidemment est très préjudiciable à la personne, au sujet concerné. Enfin, à 9 heures, on a un besoin d'estime de soi et de valorisation de soi. Effectivement, c'est le regard des autres qui nous permet d'avoir pour nous-mêmes une image de soi positive, une possibilité d'avoir une estime de soi, une possibilité de se faire confiance à soi-même, une possibilité d'acquérir des compétences, des apprentissages et de pouvoir entrer en relation avec autrui. Et nous savons combien les enfants qui sont pris en charge en protection de l'enfance sont des enfants qui sont extrêmement dévalorisés, qui souvent se perçoivent comme des enfants sans compétences et de ce fait qui sont en très grande difficulté pour rentrer dans des apprentissages, car ils sont déjà pessimistes sur leur capacité avant même d'avoir commencé, et quelquefois ils sont dans l'incapacité de s'engager dans ces apprentissages. Lors de la démarche de consensus, nous avons été extrêmement frappés. Nous avions à l'époque auditionné en particulier Maurice Berger, qui était venu en particulier avec des dessins d'adolescents, puisque à l'époque il travaillait dans des établissements type CER, CEF, pour nous présenter effectivement la façon dont certains enfants se représentaient eux-mêmes. Et on était extrêmement perturbés de voir à quel point ces enfants étaient dissociés et étaient incapables de pouvoir se penser comme une globalité, comme une entité. Voilà à quoi nous avons abouti dans le cadre de cette démarche de consensus sur cette cartographie des besoins universels. Alors, qu'en est-il en protection de l'enfance ? Peut-être on peut juste revenir sur la diapo d'avant sur le développement, le développement social, affectif et cognitif de l'enfant. Tout ça pour dire que finalement, ces apprentissages sociaux, émotionnels et cognitifs que va expérimenter l'enfant dans ses interactions avec son entourage, eh bien, il faudra que ces apprentissages puissent se faire dans des interactions qui soient, comme on dit, en synchronie. Et c'est là qu'effectivement la question de la sensibilité du caregiver sera importante, c'est-à-dire que ces interactions se fassent de façon concertée et congruente entre l'enfant et son entourage.
De la même façon, en ce qui concerne les échanges interactifs de l'enfant avec son entourage, c'est leur capacité, chacun, du côté de l'enfant comme du côté de l'adulte, c'est cette capacité à une espèce d'adaptation réciproque qui va pouvoir constituer pour l'enfant une expérience vertueuse de la communication et de l'échange interactif et de la question qu'on a abordée également tout à l'heure, qui est la question de la confiance, confiance dans l'adulte et confiance dans ses propres capacités. Et enfin, je voudrais juste rappeler que les dernières connaissances en matière de neurosciences nous disent à quel point finalement le cerveau de l'enfant a des capacités d'adaptation, c'est ce qu'on appelle la plasticité neurodéveloppementale. Mais cette plasticité neurodéveloppementale, elle est extrêmement sensible à l'environnement et à l'expérience. Et en particulier, les travaux des neurosciences nous disent à quel point ce qui va compter pour l'enfant dans les expériences transactionnelles avec son environnement, et ça, je pense que pour nous, en tant que professionnels, ça doit nous interroger, ce n'est pas simplement la question de la qualité de ces transactions, mais ce qui marque l'enfant et ce qui va marquer son cerveau, c'est le fait de savoir si cette expérience est intensive et si elle est fréquente. Et je crois que ça doit aujourd'hui être à notre esprit lorsque nous mettons en place des possibilités de programmes d'accompagnement et d'action. Il faut se dire que si ce sont des programmes d'accompagnement et d'action, il faut qu'ils intègrent la dimension de la fréquence et la dimension de l'intensité. Enfin, pour paraphraser un peu Winnicott, vous le savez bien, ces transactions relationnelles de l'enfant avec son environnement, c'est ce que nous allons, dans le cadre de la théorie de l'attachement, va constituer la constitution pour l'enfant d'un noyau de sécurité interne au travers de ces modèles internes opérants, c'est-à-dire ces transactions relationnelles. Et que ces modèles internes opérants, eh bien, effectivement, ils vont constituer dans un premier temps l'expérience de l'enfant des transactions avec l'environnement. Lorsque nous serons confrontés à la question éventuelle, si elle doit se poser, de la séparation et de l'accueil de l'enfant en dehors de ce milieu familial, eh bien, évidemment, nous devons être attentifs à quels ont été ces modèles interopérants jusque-là dans le cadre de son milieu familial, pour que, effectivement, nous puissions mettre en place des modalités transactionnelles dans ce nouvel environnement qui puissent répondre à ses besoins. Et bien entendu, il va falloir pour l'enfant faire un travail psychique important, puisqu'il va falloir qu'il se départisse de ces modèles internes opérants relativement délétères qu'il avait pu vivre antérieurement pour en acquérir de nouveaux. Et cela, bien évidemment, ça va demander du temps. Et ça veut dire qu'effectivement, quelquefois, lorsque des tensions s'instaurent entre l'enfant et son lieu d'accueil, ça ne veut pas toujours dire que cet enfant refuse le nouveau lieu d'accueil, ça veut simplement dire qu'il a ces remaniements psychiques qui sont à l'œuvre et que donc il faut au contraire le prendre comme un élément qui nous dit quelque chose, que effectivement les modalités de relation d'attachement se modifient et que peut-être il faut se donner le temps de l'accompagner et de le soutenir. J'ai bien la diapo d'après. Alors, effectivement, je ne vais pas revenir sur la loi du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016, mais simplement dire qu'aujourd'hui, on dispose d'une véritable doctrine de la politique publique de protection de l'enfance. À la fois, nous avons des concepts, nous avons des principes, nous avons un appareil législatif et réglementaire, et bien entendu, aujourd'hui, eh bien, c'est comment est-ce que cette doctrine, nous l'approprions dans le cadre de nos organisations et dans le cadre de nos pratiques professionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire effectivement du côté des parents en protection de l'enfance ? Qu'est-ce qu'on peut dire de ces parents en protection de l'enfance que nous sommes amenés à rencontrer ? D'abord que ce sont des parents qui sont très très majeurs. Alors je n'ai pas pris toutes les citations, mais je vous renvoie au rapport pour ceux que ça pourrait intéresser. Beaucoup de travaux de littérature, de travaux de recherche qui soient faits à l'étranger ou même qui soient faits maintenant sur le territoire national,
nous disent à quel point ces parents, le plus souvent, présentent des facteurs multiples de vulnérabilité contextuelle. Ces facteurs de vulnérabilité contextuelle, ça peut être des facteurs de pauvreté matérielle, de pauvreté financière, ça peut être des contextes de séparation conjugale. On a, par exemple, une représentation d'enfants vivant en situation de monoparentalité qui est 4 fois supérieure à la population générale. Des populations, des parents qui sont souvent extrêmement isolés, qui n'ont pas de réseau de sociabilité d'appui, qui sont isolés aussi familialement. Des situations dans lesquelles, vous le savez, il peut y avoir évidemment des violences intrafamiliales et conjugales, des addictions, des situations de stress du fait d'un certain nombre de pressions dans lesquelles se trouvent les parents face aux difficultés qu'ils rencontrent, mais aussi des problèmes de dépression, de troubles psychiques, de comorbidité, de handicap et que sais-je. Donc effectivement, des parents qui ont eu un parcours de vie, qui sont dans des situations contextuelles de vulnérabilité et qui parfois ont eu effectivement un parcours de vie complexe, ayant pu eux-mêmes, mais pas toujours, avoir été eux-mêmes bénéficiaires de mesures de protection de l'enfance. Alors, ces parents, quand on regarde du côté de leur capacité et compétences parentales, on s'aperçoit qu'effectivement, souvent, eh bien, cette question de la sensibilité et de l'empathie est compromise. Ils sont peu disponibles parce qu'ils sont psychiquement très concentrés sur leurs propres préoccupations et donc peu disponibles aux préoccupations de l'enfant. Ils ont souvent une instabilité et une difficulté à la régulation des émotions. Ce sont des personnes qui, parfois, ont des réactions émotionnelles immédiates et sont en grande difficulté pour pouvoir trouver la capacité à l'expression verbale et la capacité à la régulation de ces émotions et donc à l'apaisement d'une situation dans laquelle ils peuvent se trouver pour pouvoir y injecter de la sécurité et de la protection pour l'enfant. Et enfin, ils sont peu fiables, c'est-à-dire qu'effectivement, souvent, ils envoient des injonctions contradictoires à l'enfant et ils le mettent en situation, pour une même situation, d'avoir des réponses différentes, ce qui perturbe considérablement la capacité de l'enfant à pouvoir anticiper les situations et à pouvoir s'y préparer. Du côté de l'enfant, que retrouve-t-on ? Du côté de l'enfant, on retrouve aussi des facteurs de vulnérabilité contextuelle, des enfants issus pour lesquels, pendant déjà la grossesse, il y avait des signes de préoccupation. On retrouve par exemple un nombre important de dénis de grossesse avec des déclarations très tardives de la grossesse. Un taux important de prématurité, lui aussi, qui est 4 fois supérieur à la population générale, et qui dit prématurité dit derrière éventuellement des séparations périnatales précoces, ce qui peut entraver l'instauration des liens précoces parents-enfants. Beaucoup de ruptures de parcours de soins, des enfants qui effectivement sont souvent, pour lesquels souvent la continuité du soin est en fait assurée par les services d'urgence hospitalière, où souvent il n'y a pas de médecin traitant et pas de suivi de ces enfants. Des enfants souvent hospitalisés pour des motifs qui ne le justifient pas, pour des problèmes d'infection, d'ORL, des problèmes, mais aussi des problèmes de traumatologie, d'accidents domestiques, pas toujours des violences physiques directes, mais des accidents domestiques qui disent quelque chose quant à la capacité de surveillance des enfants, et enfin, encore une fois, qui font l'objet de nombreuses hospitalisations. Chez ces enfants, et ça c'est souvent en particulier les travaux d'Isabelle Fréchon qui nous le disent, chez ces enfants, on trouve souvent au moment de l'entrée dans le dispositif de protection de l'enfance la notion de maltraitance ou de négligence pour environ presque un enfant sur 2. Mais ce chiffre est sous-estimé puisque dans les travaux d'Isabelle Fréchon, qui a suivi donc des parcours de jeunes au-delà de l'admission, on se rend compte que pendant la période où l'enfant est en situation de protection, eh bien, on a des révélations secondaires. Parce que l'enfant est en sécurité, eh bien, il va révéler qu'il a été victime de violences physiques, voire violences sexuelles en particulier. Chez ces enfants, on trouve une prévalence donc importante de troubles de l'attachement. On trouve chez ces enfants plus de 42% d'attachements insécures ou désorganisés,
alors que dans la population générale, il est admis que dans la population générale, on a à peu près un taux de prévalence de 10% de troubles de l'attachement. Donc vous voyez 4 fois plus de troubles de l'attachement que dans la population générale. Donc effectivement, leur méta-besoin de sécurité est compromis et leur développement compromis, pouvant aller même jusqu'à des troubles neurodéveloppementaux. Je ne vais pas rentrer dans le débat de tout à l'heure sur l'œuf et la poule, mais je crois qu'effectivement, c'est toute la question à laquelle, bien entendu, nous ne savons pas répondre. Nous constatons simplement que ces enfants ont ces troubles. Est-ce que nous pouvons imaginer que c'est lié au contexte dans lequel ils ont vécu et que donc il s'agit de troubles acquis, ou est-ce qu'effectivement ces enfants ont présenté un certain nombre de troubles dès leur naissance? C'est évidemment une question à laquelle, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de répondre. Enfin, ces enfants souvent présentent des troubles, des signes de souffrance psychique, voire des signes de stress post-traumatique. Donc effectivement, il nous faut travailler sur cette question de l'identification, du bilan médical, médico-psychosocial, je dirais, de l'enfant. Et je vous rappelle que depuis une loi de décembre 2019, il est prévu que tout enfant qui rentre dans le dispositif de protection de l'enfance doit disposer d'un bilan médico-psychologique, celui-ci étant pris en charge au titre de la sécurité sociale. Ça a été prévu et voté dans le cadre du plan de financement de la sécurité sociale pour 2020. Donc depuis 2020, normalement, ce bilan est pris en charge au titre de la sécurité sociale. Je ne suis pas certaine aujourd'hui que ce bilan soit assuré dans tous les territoires. Enfin, pour 25 à 30%, ça vous a été dit ce matin, c'est le rapport du défenseur des droits, mais pas que, bien sûr, eh bien, effectivement, ces enfants ont un dossier à la MDPH, soit 7 fois plus que la population générale. Donc, nous voyons bien que ces enfants sont largement vulnérables et pour un tiers d'entre eux, bénéficient, si je puis dire, d'une double vulnérabilité. Alors, on m'avait posé la question... Est-ce que ces besoins en protection, est-ce que les enfants en protection de l'enfance, finalement, ont des besoins spécifiques par rapport aux autres enfants? J'espère que j'ai pu développer le fait que oui, bien entendu, ils ont des besoins spécifiques. On ne peut pas avoir une réponse générique, bien évidemment. Ces besoins spécifiques, on les déclinera au cas par cas. Ces besoins, ils seront bien sûr proportionnels aux effets délétères et des risques auxquels ces enfants ont été exposés. Stress, violence, négligence, pathologie du lien, dysparentalité, auquel l'enfant aura été exposé, et bien entendu à l'impact, car il y a à la fois des éléments factuels, mais ce qui nous intéresse, c'est l'impact de ces éléments factuels sur le développement de l'enfant. Et donc, effectivement, on ira regarder, au regard de l'importance de ces éléments de risque, de l'âge de l'enfant, de l'intensité du traumatisme, de sa durée et de sa répétition. Tout ça seront des critères qui permettront d'identifier la hauteur des besoins spécifiques de l'enfant, la nature des besoins spécifiques de l'enfant, et donc déterminera le plan d'action et d'intervention et d'accompagnement. Ce qu'on peut retirer quand même, c'est que pour ces besoins spécifiques de l'enfant, et ça rejoint un peu les différentes interventions d'aujourd'hui, oui, il y a des besoins spécifiques forts en matière de besoins en santé mentale de ces enfants. 48% dans une méta-analyse, et par ailleurs par rapport aux travaux d'un pédopsychiatre qui s'appelle le docteur Bronsard, 48% auraient un trouble en santé mentale et 25% 2, soit 2 à 5 fois plus que la population générale. Et une méta-analyse montre que 11% des enfants ont des troubles, ce qu'on appelle des troubles internalisés, anxiété, dépression, plainte somatique, retrait social. 20% ont des troubles externalisés, troubles de la conduite et du comportement, troubles de la socialisation, conduite auto- ou hétéro-agressive, conduite délinquante, et enfin 15% des conduites addictives. Donc oui, nous pouvons dire qu'il y a des besoins spécifiques de ces enfants en santé mentale parce qu'ils ont des problématiques de santé mentale. Mais ces problématiques de santé mentale rentrent dans les classifications internationales des troubles psychiques et psychiatriques. Par ailleurs, certaines études, donc diapo suivante, montrent que ces enfants, et ça a été aussi évoqué tout à l'heure, ces enfants peuvent être amenés à être exposés à une très forte médicalisation
lorsqu'ils sont en particulier, puisque les travaux qu'on a, ce sont majoritairement des travaux qui ont été faits lorsque les enfants sont accueillis en établissement, mais on voit bien aujourd'hui que petit à petit, au niveau du placement familial, on a aussi des enfants qui sont très médicalisés. On s'aperçoit, vous avez l'impression que je vous donne beaucoup de chiffres, mais c'est pour vous montrer à quel point, finalement, par rapport à la population générale, ces enfants présentent un taux de prévalence très, très supérieur. Un tiers des enfants bénéficient de suivi en pédopsychiatrie. 1,6% sont sous antidépresseurs, soit 8 fois plus que la population générale. 7% sont sous neuroleptiques, soit 24 fois plus que la population générale. Et enfin, 30% ont un dossier MDPH et 10% sont accueillis en établissement médico-social. Donc, effectivement, le profil de ces enfants à double vulnérabilité, pris en charge au titre de la protection de l'enfance, va générer, bien entendu, des enjeux considérables pour l'accompagnement pour les professionnels. Mais avant, je voudrais parler aussi d'un deuxième élément de spécificité pour ce qui me concerne, et ça a été aussi évoqué aujourd'hui, c'est la question de la scolarité de ces enfants. La scolarité de ces enfants, elle n'est pas tout à fait comme celle du tout venant. On s'aperçoit qu'effectivement, la scolarité pour ces enfants, c'est un contexte d'apprentissage, c'est un contexte de socialisation et d'affiliation à des pairs, et qu'elle est essentielle, car les recherches académiques montrent effectivement que leur parcours de scolarité est lui aussi impacté par leur parcours d'adversité. 15% de déscolarisation, soit 3 fois plus que la population générale de leur génération de référence dans les travaux qui ont pu être conduits. Et enfin, 2 sur 3, 2 tiers d'entre eux ont au moins un an de retard à l'entrée au collège. Nous savons à quel point cette question de la scolarité est un élément essentiel d'insertion pour les enfants d'une façon générale, mais pour ces enfants sera aussi un enjeu majeur. Alors effectivement, quels enjeux pour l'accompagnement pour les professionnels de ces enfants? Et vous allez entendre des choses qui ont déjà été dites dans la journée, donc finalement je suis un peu en cohérence avec les intervenants précédents. Les enjeux de l'accompagnement pour les professionnels, elles se situent à plusieurs niveaux. Vous allez voir que je vais utiliser des termes qu'on a entendus aussi tout à l'heure. D'abord, c'est un enjeu lié à l'appréhension de la situation de l'enfant et à l'évaluation de la situation de l'enfant. Mais contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, nous avons proposé qu'effectivement l'évaluation de la situation ne soit pas une évaluation qui se fasse de façon télescopique, mais que ce soit bien une évaluation systémique de la situation. C'est-à-dire qu'il faudra prendre en considération non seulement la situation de l'enfant, son état physique, mental, son développement, ses besoins, et évidemment tout ça dans le respect de ses droits et de son intérêt supérieur. Mais il faut également prendre en considération, bien sûr, la situation familiale, ainsi que les capacités et compétences parentales. Certes, le contexte familial, certes, la situation contextuelle des membres de la famille, mais aussi du côté des parents, les capacités et compétences parentales. Et nous disposons aujourd'hui d'un certain nombre d'outils qui nous permettent d'appréhender la question des capacités et compétences parentales. Et enfin, l'environnement contextuel, car l'enfant fait partie d'une famille, mais la famille fait partie aussi d'un environnement social, qui lui-même fait partie d'un environnement systémique. Je vous rappelle que dans notre rapport, nous avons proposé la modélisation écosystémique de Yuri Bronfenberner, qui prend en compte tous les systèmes, c'est-à-dire microsystèmes, mésosystèmes, métasystèmes, exosystèmes. Donc effectivement, tout ça constitue des multisystèmes qui interagissent les uns avec les autres et dans lesquels sont pris, d'une certaine façon, qu'on le veuille ou non, à la fois la famille, à la fois l'enfant dans la famille. Donc dans cet environnement contextuel, nous irons regarder les réseaux de sociabilité, les ressources et les freins qui permettent le soutien et l'accompagnement de l'enfant et de sa famille. Et en particulier, vous le savez maintenant, nous devons d'aller regarder si dans les membres de la famille ou si dans le réseau familial élargi, il y a des personnes qui comptent pour l'enfant et qui pourraient être évidemment des tuteurs de résilience sur lesquels on pourrait s'appuyer dans la conduite de l'action. Ça, c'est l'évaluation triangulée. Enfant, famille, environnement.
Ensuite, cette évaluation, elle doit se faire dans le cadre d'une démarche participative, et ça a été aussi évoqué aujourd'hui, la question de l'implication des parents et la question de l'implication de l'enfant au titre de l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et nous savons aujourd'hui à quel point c'est important qu'effectivement, les parents et l'enfant soient également associés dans la démarche évaluative, mais aussi dans la démarche de l'élaboration du projet d'action et de la conduite du projet d'action, car effectivement, ils sont, pour l'enfant en tout cas, moi je dis toujours, il est objet de protection et il est sujet de ses droits. Donc effectivement, nous avons les États membres, encore une fois, de la Convention internationale des droits de l'enfant, dans l'article 19 et 20 de la Convention, s'engagent à assurer la protection des enfants sur son territoire. Donc, effectivement, il y a une responsabilité de la puissance publique à l'égard de la protection de ces enfants. Troisièmement, cette approche évaluative et de conduite de projet, évidemment, elle doit se faire dans une approche compréhensive, dialogique et performative. Alors, c'est des mots compliqués, mais qui disent des choses plutôt simples. Elle doit se faire dans une approche compréhensive, ça veut dire qu'effectivement, on doit être à hauteur du langage des parents et à hauteur du langage de l'enfant. Elle doit se faire dans une approche dialogique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la démarche évaluative, elle devient un support de médiation, elle est triangulée avec les parents et l'enfant, et elle permet justement de pouvoir ne plus être dans une situation de face-à-face entre professionnels et parents, mais d'abord d'y impliquer l'enfant, et surtout de passer par une entrée sur les besoins de l'enfant. Le fait de passer par un support de médiation que sont les besoins de l'enfant, et donc de pouvoir, avec les parents, leur donner la parole pour qu'ils puissent eux-mêmes apporter leur expertise expérientielle de leur fait d'être parents de cet enfant-là, dans cette famille-là, est absolument essentiel. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et enfin, pour l'accompagnement pour les professionnels, en particulier pour les enfants qui sont porteurs de handicap, eh bien, je dirais, ce matin, nous avons eu une intervention d'une sociologue qui nous a présenté la théorie des 3 C. Eh bien, je rajouterai un 4e C, c'est-à-dire qu'aux 3 C qu'elle nous a proposé, alors je ne me rappelle plus, il y avait coordination, coopération, je ne sais plus quel était le 3e. Pardon ? Collaboration. Eh bien, j'en rajouterai un 4e qui s'appellerait la co-construction. C'est-à-dire il n'y a pas que la coopération, il n'y a pas que effectivement ces différents points. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup regretté parce que j'ai lu dernièrement un texte, mais je ne l'ai pas apporté. Il y a même des auteurs qui proposent la loi des 5 C. Donc j'essaierai de retrouver ma référence et j'essaierai de vous l'envoyer. Mais en tout cas, ce qui me paraît important, c'est la question de la co-construction. Cette co-construction entre les partenaires, parce que, comme ça vous a été dit tout au long de la journée, eh bien, effectivement, ces enfants à double vulnérabilité, c'est pour nous un challenge. C'est un challenge de pouvoir ensemble, chacun avec nos compétences et nos ressources, de pouvoir ensemble, encore une fois, nous mettre autour de la table. C'est nous qui nous mettons autour de la table et l'enfant qui est en son centre. Et c'est à nous de trouver collectivement les modalités qui vont nous permettre d'agir et qui vont pouvoir nous permettre de déterminer des plans d'action qui seront des plans d'action congruents. Non pas des plans d'action côte-côte où chacun garde sa spécificité, etc. Parce qu'on peut faire de la coordination en se mettant autour de la table et puis chacun a son plan en disant voilà, moi je fais ci, je fais ça, etc. Mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est comment autour de cet enfant-là, avec ces particularités-là et ce contexte-là, environnementale et familiale, eh bien, voilà ce que nous devrions lui apporter. Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de mon collègue avant moi sur la question, effectivement, de l'articulation droits et besoins. Si j'ai introduit par la Convention internationale, c'est parce que je suis absolument convaincue que la Convention internationale des droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant, l'intérêt supérieur est le matriciel de la Convention internationale, eh bien, effectivement, les droits de l'enfant sont là pour garantir que ses besoins soient pourvus. Et donc, la notion de droit et la notion de besoin sont intimement liés. Ils sont pour moi indissociables. Oui, j'ai terminé. Ils sont pour moi indissociables. Et je pense que ça peut être effectivement la teneur de ce qui peut permettre de nous mettre autour de la table. Dernière diapo, et j'en ai terminé. Donc, effectivement, les enjeux pour l'accompagnement pour les professionnels,
c'est une fluidité, une coordination, une coopération, une co-construction et une transversalité institutionnelle des différents champs. Ça vous a été dit déjà depuis ce matin, social, médico-social, sanitaire, scolaire et judiciaire, et des pratiques fondées collectivement sur une doctrine partagée. Et pour moi, aujourd'hui, la doctrine de protection de l'enfance, elle est transversale. C'est quand même pour moi un langage commun avec l'idée de dire que derrière, ce sont des concepts partagés, c'est une centration sur l'enfant, et enfin, effectivement, c'est une congruence des plans d'action, que ce soit des DIPC, des plans de compensation et des plans de toute nature. Et cette congruence des plans d'action, elle devrait normalement être en cohérence, mais je sais que ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours possible. Elle devrait être en cohérence et être donnée par le tempo qui normalement devrait être le projet pour l'enfant et qui est normalement le projet matriciel de l'intervention de la puissance publique dans la sphère privée des familles. Merci de votre attention. Merci. Merci. Et merci d'avoir su nous laisser un peu de temps pour rentrer en dialogue avec vous. Mais je crois que Pavot souhaitait nous dire quelque chose. Chiffre. Double vulnérabilité, mettez au carré. Double vulnérabilité au quotidien. Double whisky, double tour. Coup double, coup mixte. Merci. Je me demandais si finalement le sixième C, c'était pas tout simplement congruence du plan d'action, après tout. Alors, des questions, des réactions, des demandes de précision peut-être dans la salle et par SMS. Même si vous avez consulté des psychanalystes dans votre recherche, toutefois, vous avez dans cette démarche de consensus axé le curseur plutôt sur une approche comportementaliste et sur les neurosciences. Qu'est-ce qui a animé ce choix? Pour quelles raisons avez-vous balayé le champ de la pensée psychanalytique? Balayé entre guillemets. Il faut allumer le micro, s'il vous plaît. Non, nous n'avons pas balayé le champ psychanalytique et je me permets de dire que plus qu'une approche comportementaliste, nous avons une approche attachmentiste, ce qui est un peu différent. Et effectivement, c'est vraiment sur la théorie de l'attachement que nous sommes appuyés pour définir ces besoins fondamentaux. L'approche psychanalytique, non, nous n'avions pas, encore une fois, décidé de choisir une pensée plutôt qu'une autre. Nous avons encore une fois auditionné beaucoup d'entre nous. Sur la question, quand je parle de narrativité entre passé, présent et avenir, j'emprunte cela à Bernard Goltz, donc vous voyez, j'ai quand même quelques auteurs psychanalystes. Non, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, si je devais quand même aujourd'hui dire quelque chose sur la question de l'éthique en travail social, j'ai envie de dire quelque chose sur l'éthique en travail social. Max Weber nous a appris qu'il existait une éthique de conviction ou une éthique de responsabilité. Je pense qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes et au regard des difficultés auxquelles nous sommes confrontés et de la problématique de ces enfants qui aujourd'hui sont confirmés par beaucoup d'études, c'est-à-dire de situations d'enfants à situations de plus en plus complexes, qui mobilisent, on le voit bien, et d'ailleurs c'est pas par hasard, j'imagine que c'est le sujet d'aujourd'hui. Effectivement, ces enfants nous interpellent à différents niveaux. Pendant longtemps, je crois que nous étions dans l'idée, effectivement, de cette éthique de conviction qui était en fait qui est une éthique en fait qui s'appuie beaucoup sur l'obligation de nos moyens, c'est-à-dire d'assurer d'utiliser tous les moyens requis pour pouvoir être dans une relation d'aide à la personne. Il me semble qu'aujourd'hui, le système, en tout cas, le système de protection de l'enfance est quand même interrogé. Alors je n'ai pas fait un exercice que je fais habituellement sur la question de la représentation des professionnels qu'ils se font de l'efficience de cette politique publique.
Alors, si vous me permettez, je vous en prie. Je peux le faire. Bon. Je vais vous demander à vous, par exemple, si on veut se représenter la question du devenir à l'âge adulte des personnes qui sont passées, qui ont eu des parcours en protection d'enfance, si on vous demandait à vous comment vous imaginez, par exemple, la question du taux de reproductibilité transgénérationnelle, est-ce qu'à votre avis, parmi les personnes qui passent dans le dispositif de protection de l'enfance, est-ce que beaucoup de ces personnes, dans le transgénérationnel, vont être dans une situation de difficulté qui va conduire à leurs générations successives de revenir dans le dispositif de protection de l'enfance? Donc, à votre avis, qu'est-ce que vous diriez de ce taux de reproductibilité? Vous êtes libre, hein, je crois, qu'il n'y a pas de contrôle. Oui, donnez des chiffres comme ça, on va. 50%, 70, 20%, 20, comment? 3,9, je ne sais pas pourquoi. Ouais. 70%, 80. Alors, vous voyez bien que déjà, là, on a une question qui est finalement, que deviennent ces populations qui finalement passent par le dispositif de protection de l'enfance? Et c'est vrai que quand j'entends 60, 70, 80, je me dis, ben, finalement, c'est vrai que c'est pas un taux très très favorable, hein, parce que si on pense que 80% des personnes qu'on accompagne ne vont pas être en mesure de rompre le cercle de reproduction transgénérationnelle et qu'on va revoir les autres générations revenir dans le dispositif, il faut avoir beaucoup de conviction pour se lever le matin et pour aller travailler, je crois. Bon. Une question peut-être Ah ben oui, la réponse. Non? Bon. Non. Non. Non, Alors en fait, aujourd'hui, ce qu'on sait sur le devenir à l'âge adulte, grosso modo, c'est que ça se répartit à peu près en 3 populations d'importance égale. On a un tiers de la population qui va bénéficier de l'ascenseur social avec des niveaux de scolarité, de formation professionnelle, d'insertion, de conjugalité qui vont être très très au-delà de leur milieu d'origine. Donc effectivement, un tiers qui bénéficie très 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 positivement de leur passage en protection de l'enfance. On a un deuxième tiers qui est aussi un tiers qui bénéficie d'une insertion sociale, professionnelle et d'une conjugalité que l'INSEE considère comme tout à fait acceptable, mais qui vont être effectivement des gens avec un niveau de scolarité, de formation professionnelle et d'insertion professionnelle relativement proche de leur milieu d'origine. Mais contrairement aux idées quelquefois reçues qu'on peut avoir, s'ils rencontrent des aléas dans la vie, ce sont des personnes qui savent, qui connaissent les dispositifs, qui connaissent la géographie des dispositifs, et contrairement à ce qu'on croit, ils savent demander de l'aide et ils demandent de l'aide. Souvent, on a tendance à penser que parce que les gens ont eu un parcours qui les a amenés à côtoyer un certain nombre de services d'accompagnement de politique publique, ils ne vont pas y revenir. Mais ce n'est pas tout à fait ce que montrent les études. Et puis, effectivement, il y a un troisième tiers, et c'est celui dont on parle beaucoup, c'est celui qui fait parler de lui, parce que c'est celui qui est le plus difficile, c'est celui qui est dans l'exclusion, c'est celui qui est dans l'errance, c'est celui qui est dans les services de psychiatrie, c'est celui qui est derrière les barreaux, c'est celui qui est dans les services de grande addiction, et c'est celui pour lesquels, et bien évidemment, on va voir les enfants revenir dans le dispositif. Alors, quand on est dans le dispositif, ben, évidemment, on ne voit revenir que ceux qui reviennent. Comme on ne voit pas ceux qui n'y reviennent pas, eh bien, on a tendance, évidemment, à se représenter que puisque certains y reviennent, c'est que tous y reviennent. Donc, je pense qu'on a besoin d'avoir... Je vais répondre à votre question. Hein. Je pense qu'on a besoin vraiment aujourd'hui de se doter de moyens qui nous permettent effectivement d'évaluer nos actions, qui nous permettent d'évaluer cette politique publique, parce que nous en avons besoin, vous le voyez, dans nos propres représentations. Nous avons besoin d'avoir du feedback qui nous dise quelque chose de la qualité du travail qui est fait. Et quand on le regarde, eh bien oui, il y a du travail qui est fait, puisqu'il y a 60%
de ceux qui passent par le dispositif de protection de l'enfance, qui vont pouvoir bénéficier d'une insertion tout à fait honorable au sein de la société. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où je pense que je ferai une paraphrase de Max Weber, qui est que je pense qu'aujourd'hui, nous devons bien sûr avoir une éthique de conviction, mais nous devons aussi avoir une éthique de responsabilité qui nous permette d'appréhender ce que nous faisons, de sorte que nous puissions améliorer ce que nous faisons dans l'intérêt des personnes que nous accompagnons. Merci. Merci. Je vous propose que cette réflexion éthique serve de conclusion à cette tranche de travail.